En direct à LCN. Monumental bourde à Ottawa et des excuses aujourd'hui de la part du président de la Chambre des communes, Anthony Rota. C'est notre entrée en matière à l'ajout des analystes. Alors, une autre semaine bien chargée qui s'annonce. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. 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 On a vu une session à Ottawa, un brin surréel cet après-midi. Hein, le président au cœur de la controverse, qui préside les travaux alors qu'il est au cœur des échanges. Des excuses, c'est suffisant, Paul? Manifestement pas. On regarde la position des partis d'opposition qui réclament son départ, mais n'ont plus confiance en ce président. Sophie, la bourde est tellement grave et porte tellement à conséquence qu'on ne voit pas comment ça peut être réparé. Que quelqu'un a pu faire une erreur, en soi, poser la question, soulève de sérieux doutes. On invite, là, c'est un électeur du comté de M. Rota, un peu dans le nord de l'Ontario. Il dit que c'est un héros de guerre ukrainien qui a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas avoir, et Mathieu Bocoté le soulignait à la joute, il ne faut pas nécessairement avoir une grande culture pour comprendre que ce gars-là n'a pas combattu pour les Alliés. Là. Il combattait pour les Allemands. En plus, dans une division SS, qui était le bras armé de la politique d'extinction des Juifs d'Adolf Hitler. Il y a une gradation dans le code criminel. Par exemple, en cas de négligence criminelle, c'est une chose. Négligence criminelle causant des blessures, c'est autre chose, ou la mort. Et je pense que ce que M. Rota a commis, c'est vraiment très grave, très, très grave, autant pour l'image du Canada que pour sa propre image à lui. Tu dis, Paul, il y a plusieurs motions là, qui ont été déposées. Bon, le premier ministre n'était pas en chambre, mais il a répondu aux journalistes. Un extrait suivi du chef conservateur un petit peu plus tard pendant la période de questions. Va sans dire que c'est profondément gênant pour le Parlement du Canada. Le premier ministre, et seul le premier ministre, est responsable pour le succès de toutes les visites des leaders internationaux ici au Canada. Bon, M. Trudeau et ses troupes doivent porter le chapeau un peu, beaucoup, passionnément, Emmanuel? Bien, à partir du moment où M. Trudeau, ce matin, j'aurais dit un peu, ce soir, je dis absolument. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où M. Trudeau n'est pas capable de se rendre compte qu'il faut joindre sa voix aux demandes de départ de M. Rota, c'est comme s'il nous dit que des excuses, c'est suffisant. Et Sophie, au-delà de ce que Paul vient de dire, c'est impardonnable, c'est impensable, mais ce qu'il y a de plus grave là-dedans, en même temps, c'est que c'est même pas surprenant. Parce qu'en se levant et en rendant hommage à cet homme-là, c'est comme si le président de la Chambre des communes avait envoyé un signal à l'ensemble du pays en disant « Savez-vous, des Ukrainiens qui ont appartenu à cette unité SS, il y en a plein au Canada, puis dans le fond, c'est vrai que c'est des héros. Alors ça vient légitimer les efforts de ces anciens militaires-là pour réécrire l'histoire. C'est pas peu dire, Sophie, quand on pense qu'au Canada, ici, en 2023, il y a quand même, à ce jour, 2 monuments qui honorent ces nazis en sol canadien à Edmonton, puis au Canada, puis en Ontario. Oui, c'est incroyable. Mario, là-dessus? Oui. Bien, il faut juste voir l'utilisation qu'en fait déjà le Kremlin, que va en faire le Kremlin pour comprendre. Là. Parce que dans l'histoire que Poutine, depuis le jour 1 de sa guerre, de son invasion, depuis le jour 1, il essaie de bâtir l'histoire. Dénazifié. Donc, qu'il y aurait quelque chose de nazi dans l'Ukraine, que lui aurait un devoir là, de se donner une mission, une opération militaire pour aller nettoyer. Puis il disait au début, les Ukrainiens vont nous accueillir en héros. Mais dans cette histoire inventée, il reste que tout à coup, ce qui est arrivé au Canada fit parfaitement, là, parce que là, il dit, regarde, là, le Canada abrite, héberge des anciens nazis de l'Ukraine, puis il profite du passage de Zelensky, puis Zelensky et les députés canadiens l'applaudissent dans les tribunes. Il y a ce qu'il fallait démontrer, là. Et donc, ça devient, c'est pas juste une gaffe faite à l'histoire, mais c'est une gaffe géopolitique face à l'immédiat. En plus de l'outrage que c'est aux victimes de l'Holocauste, à l'histoire, mais c'est pas juste à l'histoire, c'est dans l'immédiat. Bon, on voit les propos d'ailleurs du porte-parole du Kremlin, puis je le comprends tout à fait de dire ça, lui, là, comme on dit. Oui, c'est que ces propos-là, si ils sont dans le contexte d'une Russie qui dit que l'Ukraine est nazie aujourd'hui, mais strictement parlant, ils sont justes. C'est vrai que cet événement illustre la complaisance, l'inculture et l'ignorance qui règnent au sein de notre classe politique pour qu'il n'y ait personne qui ait allumé une lumière à un moment donné à se dire « Ah,
Un vétéran ukrainien de la Deuxième Guerre, on devrait poser des questions. Mais Paul, il ne faut pas que ça traîne, là, cette nouvelle affaire-là. Absolument pas. Ça dure un mois. On verra au cours. C'est probablement la chronique d'une mort annoncée parce qu'on ne voit pas comment un président peut se maintenir en fonction compte tenu de ce qu'on a entendu aujourd'hui de la part des partis d'opposition. On verra pour le gouvernement, mais la pression monte. Mais pour bien comprendre, pour replacer ça dans le contexte, là, la bourde de M. Rota a fait en sorte que tous les députés, y compris le président Zelensky, ont applaudi cet homme qui faisait partie des SS. Et rappelons-nous, c'est Yom Kippour aujourd'hui, là, une fête, la fête juive la plus importante. Mais au-delà de ça, il y a 6 millions de personnes qui ont été tuées par les politiques, des Juifs qui ont été tués par les politiques de Hitler, la plupart sous l'encadrement des SS, dont faisait partie M. Kunka, qui a été applaudi sans que les députés le sachent à Ottawa. C'est ça le fond de l'histoire. Et par des députés. D'ailleurs, Sophie, les libéraux... D'ailleurs, les libéraux, et je suis très d'accord avec Emmanuel quand elle a dit... Dès aujourd'hui, les libéraux de M. Trudeau auraient dû joindre leur voix à ceux qui demandent le départ du président. Mais plutôt que ça, ils ont lancé une espèce de demande qu'on aille effacer des verbatims de la Chambre des communes, l'événement. Je sais pas de quoi. Écoute, c'est arrivé, c'est grave, c'est triste, mais c'est... On effacerait. Oui, il voudrait effacer de la journée de vendredi ce qui a été dit puis ce qui est arrivé. Mais voyons, là, je veux dire, tu peux pas effacer l'histoire. C'est arrivé. Là, assumons-le. Punition, ceux qui doivent être punis. Mais aller l'effacer des registres de la Chambre des communes, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas terminé, cette histoire. On va sûrement y revenir. Le Québec qui devra payer davantage pour obtenir l'énergie de Terre-Neuve et Labrador. Toutes sortes de questions qui se posent sur les ambitions hydroélectriques de François Legault. On en parle après. Autrement dit, Cube Radio. À la fin de la semaine passée, Alexandre, tu avais pour nous cette histoire à Sherbrooke de jeune homme à la sortie des bars qui avait conduit un bulldozer en état d'ébriété. Et on est encore avec quelqu'un qui est en état d'ébriété sur un autre véhicule aujourd'hui. Ben oui, et tous les véhicules qui ne sont pas des véhicules ordinaires qu'on conduit en état d'ébriété, ben c'est la même loi qui s'applique, soit dit en passant, peu importe le véhicule, même pour cet homme qui était en quadriporteur, ou plutôt en triporteur, qui conduisait à Québec. Un homme, puis là, on est quand même tôt, là, peu avant 8 heures dimanche matin, qui était dans l'arrondissement de Beauport, un septuagénaire, 78 ans, qui était au volant de son triporteur, qui a viré sur le côté, semble-t-il, en essayant de traîner une espèce de remorque derrière son triporteur. Quelqu'un a appelé en se disant, bon, quelqu'un qui a l'air d'avoir de la difficulté, venez l'aider. Quand la police arrive, ben, on se rend compte qu'il est en état d'ébriété complète. À 8 heures le matin? À 8 heures le matin. Est-ce que la soirée commençait de bonne heure le matin ou la veillée de la veille a fini tard? C'est des questions, Mario, qu'on est en droit de se poser, mais auxquelles je n'ai pas la réponse. Mais semble-t-il qu'il faisait le double de la limite permise là, d'alcool dans son sang au moment où on le fait souffler. Ce qui fait en sorte que... Est-ce que le triporteur est considéré au sens de... Le code criminel... Mais le code de la sécurité routière? Absolument. Absolument. On ne peut pas être en état d'ébriété au volant du triporteur. Parce qu'on pourrait plaider que c'est comme... Non, là, mais c'est un moyen de marcher. Là, parce qu'il était capable de marcher. Souvent, tu vas pouvoir l'utiliser sur le trottoir. Ce qui est encore pire, c'est que l'homme en question, Mario, a des antécédents en matière d'alcool au volant. Il était sous le coup d'une interdiction nationale de conduire, entre autres. Et, comme le code s'applique également, même pour un triporteur, a été saisi le véhicule en question par les policiers. Ils ont saisi son triporteur. Ils ont saisi son triporteur, ni plus ni moins, Mario. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il essaie de tirer une remorque de 4 pieds par 8 pieds. Et un triporteur... 4 pieds par 8, c'est comme un vrai... Pas loin d'un vrai trailer. Oui, c'est comme une grosse remorque, ce qui a fait en sorte que le triporteur a sacré le camp à terre, Mario, sur le trottoir, littéralement. C'est pas fait pour tirer des remorques des triporteurs, semble-t-il. Puis c'est très drôle parce que ce matin... Le porte-parole du service de police de la ville de Québec a expliqué un peu les détails du cas et a dit, il essayait de tirer une remorque de 4 pieds par 8 pieds. Évidemment, compte tenu de la capacité de tir du triporteur et du fait qu'il a été en état d'ébriété, ça peut expliquer qu'il ait perdu le contrôle. Voilà, c'est une manière polie de dire qu'on ne peut pas conduire quoi que ce soit comme véhicule en ayant consommé de l'alcool, surtout quand on a le double de la limite permise. On se comprend que du côté triste de l'affaire, là, s'il a déjà été arrêté, déjà en interdiction de conduire, qu'à 8 heures le matin, il est double la limite, je pense que le monsieur a un problème. Peut-être qu'il faudrait voir qu'il voit à ça un problème assez sérieux d'alcool tout court. Alexandre, merci.
Au revoir. Cube Radio. On commente l'actualité. On commente l'actualité. On explique la nouvelle. On décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. We'd like to see what Mr. Legault has to offer. Again, show us the money. Show me the money! Show me the money! Notre montre va nous dire niveau de décibels élevé. Excusez-nous, on a fait le lien évidemment avec ce fameux film, Jerry Maguire, en Show Me the Money. On se rappelle de ce formidable film avec Tom Cruise, l'agent sportif. Alors tout ça pour vous présenter ce gros contentieux là, énergétique avec Terre-Neuve. M. Legault qui est confiant de s'entendre avec son homologue concernant Churchill Falls qui veut avoir la monnaie, le chèque en question. Donc il y a une obligation de résultat, Paul. Là. Oui, et c'est majeur parce que, évidemment, et là, je suis convaincu que M. Legault a été très flatté qu'on fasse l'analogie entre lui et Tom Cruise. Je ferme la parenthèse, sauf que dans le film, Tom Cruise en arrache pas mal, par exemple. Mais ça finit bien. Dans le cas de Terre-Neuve, c'est central dans le plan, dans la vision qui prend forme de François Legault et de Pierre Fitzgibbon. Et c'est sans doute vital pour l'avenir du Québec. Ce contrat-là de Churchill Falls a été négocié, on le sait, à rabais. C'est un euphémisme. Le Québec paye 0,2 sous le kilowatt, leur vend à 8-9 sous. Alors, imaginez les profits pour Hydro-Québec. Ce qui est en cause en ce moment, Terre-Neuve, historiquement, voulait rouvrir ce contrat-là avant de commencer à discuter. M. Legault a ouvert un peu là-dessus. Il pourrait y avoir une forme de compensation, si on s'entend, pour soit optimiser la centrale actuelle de Churchill Falls, y produire davantage d'hydroélectricité et développer un autre barrage hydroélectrique pas très loin de ça. Et avec ça, M. Legault, le plan d'Hydro-Québec pourrait prendre forme assez rapidement. Sans ça, le Québec sera dans le trou. Ouais, Emmanuel a levé le stylo. Mais ils sont un peu condamnés à s'entendre. C'est aussi ça qu'il ne faut pas le dire qu'on est au Québec, là, parce qu'on les a déjà eus une fois. Là, mais la réalité, c'est que les seules lignes hydroélectriques qui transportent de l'électricité vers le sud à partir de Churchill Falls, elles appartiennent à Hydro-Québec. Fait que même si Terre-Neuve ne veut plus nous en vendre, là, ben, ils vont être pognés avec leur électricité puis ils n'auront personne à qui la vendre, de un. De deux, le seul autre projet hydroélectrique qu'a mené Terre-Neuve pour essayer de faire ça tout seul puis de vendre son électricité ailleurs, à la Nouvelle-Écosse en l'occurrence, c'est un gouffre financier, un éléphant blanc, un échec, un scandale sans nom. Donc, à un moment donné, si Terre-Neuve veut faire de l'argent, si Terre-Neuve veut devenir un joueur majeur, bien, Terre-Neuve a besoin d'Hydro-Québec, mais il va falloir que Hydro-Québec show the money, paye à un moment donné, parce que là, en ce moment, on l'achète 50 fois moins cher que ce qu'elle vaut. Oui, c'est du donnant-donnant, comme disait M. Legault. Mario, je vais t'entendre sur, puisqu'on parle d'électricité, ça a brassé sur les réseaux sociaux, ça a littéralement mis le feu au réseau en fin de semaine, cette histoire-là. En fin de semaine, Hydro-Québec s'est fendu d'un micro-billet là, pour offrir son appui aux communautés LGBTQ+. Là, vous allez voir d'ailleurs le tableau. L'inclusion est au cœur de nos valeurs. Nous appuyons nos collègues afin qu'ils puissent vivre en toute sécurité, authenticité, peu importe leur orientation, identité, expression de genre. Alors, beau message de soutien là, après les manifs qu'on a connus la semaine dernière. C'est parti en vrille. Réaction de bien des internautes. Bande de woke électrique. De quoi je me mêle? Il y a eu des flamèches, Mario. Ouais. Puis c'est parce que le message en soi, là, que tout le monde a sa place au soleil, là, c'est un message qui peut apparaître assez gentil, mais il s'inscrivait carrément. C'est comme si tu avais eu des manifestations du monde qui s'engueule dans la rue, ça avait été plus ou moins chic. Et puis je pense que beaucoup de gens ont été surpris qu'Hydro-Québec prenne position là-dedans. Là. C'est comme s'il y a une gang qui a raison, puis l'autre gang n'a pas raison. Ça rentrait pas tellement non plus dans l'esprit de ce que le gouvernement, l'actionnaire, François Legault, qui lançait un appel au calme, etc. Ouais. Mais moi, sincèrement, ça m'a pas scandalisé tant que ça. Les joyeux lurons des communications d'Hydro, d'ailleurs, ont dû désactiver les commentaires, là. Bien, tellement justement. c'était pas très beau. Moi, je m'excuse, mais je trouve que ça démontre que la réalité, c'est que ces manifestations sur la question des trans la semaine dernière, à chaque fois que ça arrive, ça permet de déchaîner un torrent de haine générale à l'égard de la communauté LGBTQ+. Puis Hydro-Québec est un employeur de ces gens-là, a des responsabilités à l'égard de cette communauté-là qu'elle emploie. Et moi, je vois pas de scandale dans le tweet qu'ils ont envoyé du tout.
Paul, un dernier mot? Et c'est aussi beaucoup la réponse des gestionnaires des plateformes d'Hydro-Québec qui font preuve de... Allez lire ça, ça vaut la peine, un humour décapant en temps normal. Mais je pense que la morale de l'histoire, dans ce débat-là, particulièrement en ce moment, il faut y aller avec des pincettes. Merci beaucoup. À vous trois. On se retrouve Au revoir. Autrement dit, Cube Radio. Ah voilà, c'est ce qui complète notre première émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain 15h30.